Le troisième sujet commence par une question que je soumets à notre intelligence collective. Les multinationales impérialistes et néocolonialistes peuvent-elles récupérer leurs actifs en Afrique sans avoir réparé leur pillage et les dégâts écologiques énormes contre les peuples africains? Je vais simplifier cette question. Depuis 600 ans, l'Afrique a été pillée par les puissances négrières, les puissances coloniales et les puissances néocolonialistes et impérialistes. À partir notamment du 18e, 19e siècle, ces puissances négrières, coloniales, néocolonialistes et impérialistes ont installé leurs entreprises multinationales sur le sol africain. Multinationales de l'or, multinationales du pétrole, multinationales du bois, multinationales du pétrole, multinationales du coton, multinationales du café cacao, multinationales du cuivre, de l'aluminium, vous le savez. Or, dans la plupart des pays africains, ces multinationales, en entente avec des dirigeants africains corrompus, ont prélevé des quantités énormes de richesses africaines et ont payé les Africains en monnaie de singe. C'est ce qu'on appelle l'exploitation abusive, l'aliénation économique de l'Afrique. Les quantités de pétrole qui étaient ramassées par Elf Serepka au Congo, au Cameroun, au Sénégal, en Côte d'Ivoire et un peu partout, n'ont commencé à être relativement comptées qu'à la fin des années 2000. Et jusqu'aujourd'hui, les quantités de pétrole qui sortent réellement des pays africains sont loin d'être maîtrisées par les dirigeants africains et par les peuples. Ainsi du bois, ainsi de l'uranium, ainsi du manganèse, ainsi du coltan, ainsi du gaz, ainsi du bois, ainsi du café, du cacao et consorts. Ces multinationales se sont abondamment servies sur les matières premières africaines. Certaines allant même jusqu'à vendre les matières premières africaines 100 fois plus chères sur le marché international, alors même qu'elles les prenaient pour rien dans le marché national. Certaines puissances sont même allées jusqu'à se présenter sur le marché international comme étant des exportatrices de matières premières africaines. Je ne sais pas si vous comprenez. On est allé jusqu'à voir des situations où la France, par exemple, était exportatrice d'uranium. Mais dites-moi comment la France peut être exportatrice d'uranium alors que l'uranium se trouve au Niger. Ça s'appelle la magie. C'est-à-dire que même à l'école, tu expliques ça à un enfant, il ne comprend pas. Vous ouvrez un document international, vous voyez, le pays exportateur d'uranium, la France. Vous regardez la carte de France, vous cherchez dans quelle partie de la France il y a de l'uranium. Il n'y en a pas. Mais comment la France exporte-t-elle l'uranium? Non, mais parce qu'elle a au départ exproprié le Niger de son uranium. Et que c'est elle qui prend donc l'uranium nigérien et le vend à la place des Nigériens à l'international. Astaghfirullah. Comment un pays peut-il voir ses matières premières prélevées et vendues par un autre qui perçoit la différence entre le prix sur le marché international et le misérable prix qu'il verse aux propriétaires du sol? C'est sur ce modèle que le pétrole africain, le gaz africain, le manganèse africain, le cobalt africain, le bauxite africain, c'est sur ce modèle que ça a été exploité. Vous voyez même aujourd'hui, au Congo, le Rwanda qui se lève et dit que lui, il est exportateur de diamants. Comment le Rwanda peut-il exporter des diamants qu'il n'y a pas dans le sol rwandais? Ouais, dis donc. Tout ça a été facilité par l'Union européenne, qui a signé un accord avec le Rwanda pour lui donner des armes, pour que le Rwanda entretienne la guerre en République démocratique du Congo, ramasse les matières premières congolaises et les lui brade. C'est le même modèle. Mais la question qui est posée, je m'en voudrais que vous ne la compreniez pas. Je vais la reformuler. Quand donc une multinationale qui a été prise la main dans le sac du vol de l'uranium, du vol du pétrole, du vol de l'or, hein, comme les Barrick Gold au Mali, quand ils ont été pris la main dans le sac et que l'État malien, l'État nigérien, l'État burkinabé leur demande de réparer le préjudice subi pour qu'il y ait une séparation à l'amiable. Et qu'eux, ils disent, bon, on ne peut pas réparer le préjudice subi, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va vendre nos actifs qui sont présents sur votre territoire et puis on s'en va.
Qu'est-ce que c'est que les actifs? Les actifs, ce sont les usines, les machines, le matériel roulant, bref, en fait, tout ce qui permet le travail d'extraction de l'uranium, d'extraction du manganèse, d'extraction du pétrole, d'extraction de l'or, d'extraction du diamant. Une multinationale qui vous a pillé pendant plusieurs décennies dit qu'elle s'en va et elle vous dit, bon, je vais vendre mon matériel et puis je m'en vais. La question est la suivante. Qu'en est-il de ce que vous nous devez et que vous n'avez pas payé encore? Qu'en est-il de tout ce que vous avez volé pendant 50 ans, 60 ans, parfois 100 ans? Est-ce qu'il y a eu un début de réparation du trop pillé, du trop ramassé dans notre sol, pour que vous veniez nous dire, bon, puisqu'on s'en va, on va vendre le matériel que nous utilisions sur place, comme ça nous nous séparons quitte. Autrement dit, la nationalisation des richesses africaines doit-elle, oui ou non, incorporer les actifs des multinationales qui doivent de l'argent à l'Afrique? Ou doit-elle exclure ces actifs? Il y a deux réponses à cette question. La réponse néocolonialiste, que ce soit les néocolonialistes non africains ou les néocolonisés africains, c'est « Ah mais oui, c'est le droit. Hein? Ça a été signé que si on doit se séparer, nous, la société multinationale doit partir avec son matériel, vous restez avec votre terre, votre puits de pétrole, de gaz, votre puits d'uranium, vous restez avec ça, et puis on se sépare. C'est signé, ça est dans les papiers, ça a été écrit. Examinons cet argument néocolonialiste. Ça a été écrit par qui? Les néocolonialistes commencent d'abord par imposer à la tête d'un pays des dirigeants qui ne rendent pas compte au peuple, mais qui leur rendent compte à eux, les puissances néocolonialistes. Une fois que c'est fait, ils leur font signer des accords de coopération économique, des accords de défense, des accords politiques en faveur de la puissance néocoloniale, de la puissance impérialiste et en défaveur du peuple dominé. Et après, ils utilisent ces accords comme le droit. Ah non, on avait signé, hein, paragraphe 3, alinéa 2, et il était dit que comment? Qui a signé ça? Les accords de coopération coloniale sont des accords coloniaux. Colono-coloniaux. Je recommence une deuxième fois. Écrivez-moi ce mot. Les accords de coopération économique qui ont été signés entre des agents néocolonisés africains et leurs maîtres occidentaux sont des accords colono-coloniaux. Ils n'engagent pas les peuples. Écrivez ça une deuxième fois. Les accords de coopération militaire, coopération politique, coopération économique qui ont été signés par les valets des puissances coloniales en Afrique. Avec ces puissances coloniales en Afrique, ce sont des accords colono-coloniaux. C'est-à-dire qui n'engagent que les colonialistes et leurs valets. Mais ils n'engagent pas les peuples africains. Nous, peuples africains, on n'est pas dedans. On n'était pas dedans. Et une fois que nous avons le pouvoir à travers notre élite révolutionnaire, on ne sera plus dedans. Écrivez ça. Tilana Yomi. Tilana. Écrivez ça. Tilana. Les accords coloniaux. Colonaux. C-O-L-O-N-O. Tiret. Maintenant. Coloniaux. C-O-L-O-N-I-A-U-X. Ce sont des accords coloniaux. Faites avec moi la phrase suivante. Les accords coloniaux n'engagent pas les peuples africains. Les accords coloniaux n'engagent pas les peuples africains. Et ça, c'est la doctrine révolutionnaire, panafricaniste, traditionnelle et historique. Il est hors de question qu'on accepte de rendre des actifs à des multinationales qui nous ont pillés grâce à des accords coloniaux. Ils déposent le stylo et puis s'en vont. C'est tout. Ça s'appelle le commencement des réparations. Cela s'appelle le commencement des réparations. Donc les gens comme les Barrick Gold, ils n'ont qu'à déposer même le moindre clou. Et qu'ils posent ça, qu'ils s'en aillent. Parce que ce qu'ils doivent à l'État du Mali, là, ça dépasse infiniment le prix de leur usine. Ceux qui ont extrait de l'uranium en Afrique, là, partout, là, qu'ils déposent même le stylo, même si c'est une bouchée d'allumettes, qu'ils déposent ça et qu'ils s'en aillent. Ce qu'ils doivent à nos États, là, ce qu'ils doivent à nos peuples est infiniment supérieur à tout le matériel qu'ils vont laisser. Et il faut veiller à cela.
Et veiller à cela, ça s'appelle une nationalisation authentique. Une nationalisation révolutionnaire. Ça, c'est la deuxième doctrine. Et je soutiens la deuxième doctrine. On ne peut pas commencer les réparations en continuant à caresser les pilleurs. On ne peut pas commencer les réparations en continuant à caresser ceux qui ont commis les écocides. On ne peut pas commencer les réparations en continuant à supplier ceux qui nous ont volés. Alors, volez-nous encore une dernière fois. Une dernière fois, s'il vous plaît. Volez-nous un petit peu. Ça nous fait du bien. Quand vous nous volez, ça nous fait du bien. Nous ne sommes pas une génération de masochistes. Nous ne sommes pas des sadomaso. L'Afrique met fin à sa souffrance injustifiée, une souffrance inacceptable, une souffrance, comment on va dire, imprescriptible. L'Afrique y met fin. L'Afrique y met fin. Donc moi je voudrais répondre que je ne vois pas comment une multinationale qui n'a pas payé pour tout ce qu'elle a pillé peut demander à se faire payer pour le menu matériel, pour les petits actifs qu'elle laisse. Les actifs d'une multinationale qui nous doit de l'argent en Afrique font partie de sa dette envers l'Afrique. Écrivez ça. Et je comprends que derrière tout cela, les multinationales qui vont être remises au pas veuillent financer des groupes de rébellion, veuillent financer des groupes terroristes, veuillent financer des coups d'État, veuillent financer des partis politiques de renégats pour attaquer l'Afrique. Ça aussi, ça a été intégré par les élites révolutionnaires africaines. Et les peuples africains sont en train d'être enseignés, renseignés, éveillés à tout cela. L'Afrique veut vivre à la hauteur de ce que la nature, à la hauteur de ce que le Tout-Puissant lui a donné. L'Afrique ne veut plus souffrir pour rien. Wurufato, Abana, Peu Peu. Les Africains ne veulent plus mourir cadeau. Wurufato. Abana, Peu Peu. C'est fini, terminé. Donc, tout esprit sain, dans un corps plus ou moins sain, reconnaîtra que les Africains ne peuvent pas permettre aux multinationales qui n'ont pas réparé les dettes et les destructions écologiques qu'elles ont commises, les Africains ne peuvent pas leur permettre de récupérer leurs soi-disant actifs. Les actifs sont le b.a.-ba du début de la nationalisation et donc du début de la réparation. Voilà la ligne. Mais pour que cette ligne panafricaniste, révolutionnaire, cette ligne de vérité, justice, solidarité triomphe, il faut que ce soit un mouvement d'ensemble. Comme le font les pays de l'AES. Ainsi doivent le faire les pays d'Afrique centrale, les pays d'Afrique australe. Les trois grands ensembles continentaux de l'Afrique subsaharienne doivent se mouvoir vers le contrôle des actifs des entreprises qui les ont pillés. Mais ce contrôle des actifs lui-même doit s'accompagner d'une appropriation des technologies de la haute industrie. Car quand on s'approprie des actifs qu'on ne peut pas faire fonctionner, on ne fait que, en réalité, compliquer le problème. Voilà pourquoi on doit accélérer la formation qualifiée, comme l'a ressenti le Burkina Faso, sous le président Ibrahim Traoré. Partout en Afrique, on doit investir énormément dans la formation qualifiée, afin que les actifs des multinationales pillardes, des étrangères qui seront récupérés, soient rapidement fructifiés. Cette mutualisation passe aussi par l'outil de défense, car les sociétés multinationales étrangères, ainsi privées de leur chasse gardée, privées de leur morceau de gâteau néocolonial, ne manqueront pas de financer des opérations de déstabilisation. Il faut donc concomitamment renforcer l'appareil de défense, renforcer la cohésion des forces de défense et de sécurité, région par région, pour s'attendre à l'adversité, comme le fait aujourd'hui la Confédération des États du Sahel. Enfin, il y a un troisième niveau. C'est le niveau intellectuel et moral. Il faut faire une épreuve du miroir et se demander, est-ce que la politique de nationalisation que nous recommandons, est-ce qu'elle est juste? Est-ce que c'est une politique qui est moralement légitime? Alors, si nous sommes convaincus qu'elle est juste, qu'elle est moralement légitime, nous ne devons pas nous laisser intimider par les arguments contraires. L'un des problèmes que l'Afrique a aujourd'hui, c'est la propension des Africains à se laisser intimider par des arguments faux. Uniquement parce qu'ils sont défendus par des bouches qui autrefois étaient armées de canons. Et qui, pour avoir raison, se contentaient de tirer. Les Africains doivent cesser d'être impressionnés
par des bouches qui défendent des arguments faux, mais qui ne paraissent dire quelque chose de sérieux que parce qu'on sait que derrière leurs arguments faux se cachent leurs canons. C'est donc en renforçant la sécurité des États africains, c'est donc en renforçant les structures de défense et les alliances de défense géopolitique internationale des pays africains que les nationalisations vont aller vers des réparations authentiques. Car une nationalisation sans réparation est un échec. Une nationalisation sans réparation est comme un coup d'épée, c'est comme un coup d'épée dans l'eau. Une nationalisation qui ne répare rien, elle ne sert à rien. Une nationalisation qui n'améliore pas les conditions de vie de notre population, à quoi sert-elle? Une nationalisation qui ne nous permet pas de devenir nous-mêmes producteurs de nos richesses, à quoi sert-elle? Voilà pourquoi il faut toujours coupler nationalisation et réparation. Notamment quand il s'agit d'entreprises qui doivent de manière incontestable à l'Afrique leur prospérité. Sujet suivant, c'est ma réponse. C'est la réponse que j'apporte à cette question. Nous allons aborder le 4e et avant-dernier sujet de cette affaire. La première chose, abonnez-vous à cette page, cliquez sur le bouton s'abonner qui s'affiche juste en bas. Et la deuxième chose, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos que je publie ici très régulièrement. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.